Chère présidente du jury, cher public, chère contradictrice, je suis ici pour vous prouver à tous que les meilleurs sont bel et bien ceux qui parlent en premier. Pardon ? Excusez-moi, non, les meilleurs sont ceux qui partent en premier. C'est un lapsus, excusez-moi. Pour être honnête, c'est une thèse qui m'arrange tout autant, parce que ça explique assez facilement ma rapide défaite à Rhétorica l'année dernière, et celle de Driss Bourras cette année aussi d'ailleurs. Au final, tout s'arrange. Permettez-moi donc, dans un premier temps, de déterminer les bornes du sujet. Pour que ce soit clair pour tout le monde, ces bornes résident dans un seul mot, toujours. L'Académie française, rien que ça, définit le mot toujours comme ce qui arrive le plus souvent, habituellement, ordinairement. Mais vous me direz, le reste de la citation ne fait pas beaucoup de sens, si le meilleur, la meilleure, les meilleurs, on a quelque chose de très subjectif là-dedans, c'est, je le reconnais, ce qu'il y a de mieux que tout ce à quoi on le compare, certes, mais sur quels critères est-ce qu'on se base ? Sur la force ? Sur l'intelligence ? Sur la gentillesse ? Pour tout vous dire, peu importe. Peu importe le sous-entendu que l'on voudrait donner à cette phrase, peu importe le sens dans lequel on la prend, peu importe encore le sous-texte que l'on voudrait assigner à cette idée, on en conclut toujours à la ligne d'arrivée que ce sont bien les meilleurs qui partent en premier. Et je m'attacherai à vous le démontrer. À vous le démontrer comment ? Eh bien d'abord, en attaquant le sujet d'une manière très terre-à-terre. Ce sont bien les meilleurs qui s'en vont en premier. Ensuite, en abordant l'euphémisme manifeste que renferme cet adage, ce sont bien les meilleurs qui décèdent en premier. Enfin, en essayant de vous donner une explication logique à tout ça au terme d'un raisonnement déductif qui saura vous plaire, j'en suis sûr. En bref, un raisonnement en 3 points. D'abord donc, s'agirait-il de vous expliquer en quoi ce sont bien les meilleurs qui partent en premier au sens terre-à-terre, presque littéral si j'ose dire. Parce que oui, de ce point de vue, ce sont bien les meilleurs qui partent en premier. C'est ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Tous ces brillants techniciens qui s'exportent à l'étranger en vue de bénéficier de conditions de vie, de travail, de rémunération bien supérieures. Et c'est pareil dans tous les domaines. L'investisseur Éric Benhamou est parti aux États-Unis. Pierre Agostini et Al Huillier, les 2 derniers prix Nobel de physique français, travaillent pour l'un aux États-Unis et l'autre en Suède, et bientôt, même Kylian Mbappé sera à Madrid. Et peu importe ce que l'on pense de ces personnalités, le fait est qu'ils sont tous d'excellents techniciens, parmi les meilleurs dans leur domaine, et qu'ils sont bel et bien partis ou sur le point. Mais pourquoi ? Bien parce qu'ils le peuvent. Et c'est bien parce que ce sont les meilleurs et que par conséquent ils ont plus d'opportunités qu'ils le peuvent. Et c'est pareil partout. La première chose qui tombe lorsque l'on recherche « les meilleurs partent toujours en premier » sur Google, c'est des forums de managers et de chefs d'entreprise qui se demandent pourquoi ce sont toujours leurs meilleurs éléments qui s'en vont d'abord, eh bien, parce qu'ils le peuvent. Et c'est d'autant plus vrai compte tenu du fait que ces meilleurs éléments, les premiers de cordée si j'ose dire, étaient partis avec de l'avance dès le départ. Certains sont nés avec de l'or dans les pieds, d'autres avec de l'or dans la tête. Les meilleurs partaient déjà premiers. Croire qu'ils avaient tous la même chance de réussir est une erreur que nous ne pouvons commettre si nous souhaitons avoir un débat de qualité. Il nous faut donc tous admettre collectivement que les meilleurs partaient naturellement premiers avant même de partir en premier. Au sens de s'en aller donc, reconnaissons-le, les meilleurs partent effectivement en premier. Mais il est temps, vous en conviendrez, d'accéder au second point de mon raisonnement et d'élever le niveau de ce débat au sens premier de la citation, le sens métaphorique. Les meilleurs d'entre nous, sont-ils toujours les premiers à mourir ? Permettez-moi d'abord d'étudier la question d'un point de vue scientifique. Emma Seppala, docteur en psychologie, nous explique qu'on serait à l'origine tous gentils. C'est une tendance naturelle. Elle nous explique que notre première réponse serait l'altruisme. Mais alors, me demanderez-vous, pourquoi sommes-nous aussi loin du monde des bisounours ? Eh bien, par instinct de survie. En période de famine, le plus altruiste ne survit pas. En période d'ignorance, le plus intelligent ne survit pas. Et j'en veux pour preuve l'exemple de Galilée, qui a dû se rétracter après avoir démontré l'héliocentrisme. En période de guerre, enfin, le plus courageux ne survit pas. Les qualités morales sont ainsi un désavantage concurrentiel en temps de crise. Un désavantage concurrentiel. À cette situation scientifique s'ajoute une situation sociologique malheureuse. En effet, lorsque l'humain reconnaît enfin le génie là où il est et qu'il décide alors de ne pas le traiter en hérétique, alors, il l'exploite jusqu'à ce que mort s'en suive. Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Michael Jackson, Avicii, Whitney Houston, Matthew Perry, tant de génies qui peut-être, qui sait, seraient tous morts prématurément dans l'anonymat s'ils n'avaient été artistes ou pas. Peut-être.
Peut-être que leur rythme intensif, tournage après tournage, studio après studio, tournée après tournée, couplé avec la dose toujours croissante de cocaïne pour les faire tenir et la dose toujours décroissante de sommeil pour les faire tenir, peut-être que c'est ça qui les a tués. Peut-être que s'ils sont partis trop tôt, c'est justement parce qu'ils étaient les meilleurs et qu'on a voulu tirer d'eux tout ce qu'ils avaient à nous donner, qu'on les a vidés avant l'heure, jusqu'à ce qu'ils meurent. Peut-être qu'on les a vidés de leur vie avant de leur prendre, qu'on les a usés, meurtris, abîmés, détruits. Mais quitte à aller dans l'horreur, puisque le sujet nous y invite, alors allons-y jusqu'au bout. Aujourd'hui, plus que jamais, ceux qui nous quittent en premier, ce sont bien ceux qui n'ont jamais eu à façonner leur instinct de survie, ceux dont la réponse naturelle reste l'altruisme, les meilleurs d'entre nous, en bref, les enfants. À l'heure où un enfant meurt tous les 5 jours en France, à l'heure où près de 500 enfants ont été tués en Ukraine, à l'heure, enfin, où près de 6000 morts infantiles sont à recenser de part et d'autre dans le conflit israélo-palestinien, à cette heure, donc aujourd'hui. On voudrait me faire croire que ce ne sont pas les meilleurs qui partent en premier, non merci. Et la vie n'est pas la seule chose qu'ils aient à perdre. Ils peuvent aussi perdre leur humanité. Je vais vous raconter une histoire. Le 24 novembre 2011, une enseignante signale à une maman le comportement turbulent de son petit garçon, Bastien, 3 ans, et recommande qu'il soit puni. La maman relate les faits au papa du jeune Bastien, et en guise de punition, celui-ci met son fils dans la machine à laver et la fait tourner. Tout ça sous les yeux de sa grande sœur, 5 ans. Grâce à l'immense courage de cette jeune fille qui dénoncera les actes de ses parents à un voisin, les parents seront condamnés à plusieurs années de réclusion criminelle. Malgré l'immense courage de cette jeune fille, son petit frère est mort ce jour-là dans la machine à laver. Et elle est condamnée à revivre ce moment dans sa tête tous les jours de sa vie. Lorsqu'un travailleur social récupère la jeune fille pour l'emmener loin de ses parents dans une famille d'accueil, elle lui dit « Tu veux que je te raconte une histoire ? Papa a sorti Bastien de la machine à laver. Il était marron. » Sans mentionner désarticulé. Elle baptisera aussi une poupée du nom de son frère, qu'elle câlinera tantôt, et qu'elle frappera. C'est bien la meilleure partie d'elle-même qu'elle a perdue en voyant partir prématurément son frère. Et si je reconnais que c'est un exemple extrême, chacun à notre mesure, nous aussi, nous perdons progressivement ce qui fait de nous de meilleures personnes. Les épreuves de la vie, l'une après l'autre, nous poussent à devenir moins bons, si bien que, comme le fait dire Christopher Nolan dans son film Le Chevalier Noir, soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser le rôle du méchant. Et c'est là le 3e point de mon raisonnement. Si les meilleurs partent en premier, c'est bien parce que les premiers à partir n'ont pas eu le temps de voir leur valeur s'abîmer au fil du temps, justement. Mais alors, n'est-ce pas un problème de voir au Sénat ou au Conseil constitutionnel, en bref, dans les plus grandes institutions de notre pays, des moyennes d'âge à 60-70 ans ? Parce que, à titre personnel, je refuse d'admettre que ce soit les meilleurs d'entre nous qui aient voté un article de loi permettant l'expulsion des étrangers délinquants arrivés en France avant leurs 13 ans. Je refuse de croire que ce sont les meilleurs d'entre nous, ceux que l'on appelle les sages, et qui se sont refusés à condamner cette disposition, malgré le fait qu'elle permettrait l'expulsion de milliers de personnes formées pourtant à l'école de la République. Alors comprenez-moi, je ne remets pas en question le fait que ces jeunes soient délinquants, ni même dangereux. Mais lorsqu'une personne a fait l'ensemble de sa scolarité en France, lorsqu'elle est parfois arrivée de manière permanente en France avant de savoir marcher, avant de savoir parler, alors la transmission de nos valeurs éducatives est en cause. C'est nos écoles, nos institutions qui doivent être remises en cause. Renvoyer ces gens dans un pays dont ils ne connaissent rien, ce n'est pas seulement la solution de facilité, c'est aussi et surtout la mauvaise solution. Et on ne me fera pas croire que ce sont les meilleurs d'entre nous qui ont voté ça. Et lorsque les Français pleurent de ne plus pouvoir manger, que nos agriculteurs enragent de ne pouvoir récolter ce qu'ils ont semé, et qu'à côté, le Sénat vote l'augmentation de leurs frais de mandat, parce que vous comprenez, 5 950 € par mois, c'est pas assez, là on va me faire croire que ce sont les meilleurs d'entre nous. Et lorsqu'ils virent le médecin officiel du Sénat pour avoir critiqué son assistante, qui, par ailleurs, est la maîtresse de l'un des sénateurs, et qui a filmé une sextape avec lui, là, ce sont les meilleurs d'entre nous ? Non, je crois pas. Alors évidemment, je n'accable pas ces gens. Ce sont sans doute des personnes brillantes par ailleurs, et sans doute ont-ils des valeurs formidables qu'il faille souligner.
mais assurément ne sont-ils pas les meilleurs d'entre nous. Notamment parce qu'ils ont eu le temps de voir leur innocence s'émousser au contact de l'impitoyable lame du temps. Chère présidente du jury, cher jury, cher public, chère contradictrice, ce sont bien les meilleurs qui partent en premier, les autres, eh bien, font juste ce qu'ils peuvent. Merci. Mesdames, Messieurs les jurés, Mesdames, Messieurs les membres du public, chers contradicteurs. Après 11 ans d'athlétisme en compétition, je ne vous cache pas que pour avoir ses chances de gagner, il faut partir dans le premier peloton. Mais la finale du relais 4x400 mètres féminin lors des championnats d'Europe d'athlétisme en 2014 m'a fait me questionner sur cette affirmation. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'athlète française spécialiste du 400 mètres, Floria Gay, est la dernière relayeuse pour la France. Elle part en 4e position, loin derrière la Russe, l'Ukrainienne, l'Anglaise. Personne n'est jamais revenu d'aussi loin. Malgré un écart de la taille d'un bus entre elle et ses concurrentes, elle va revenir sur ces dernières et va gagner la course. Alors, les meilleurs partent-ils vraiment toujours en premier ? Mais tout d'abord, qu'est-ce que partir ? Pour beaucoup de personnes, partir est le synonyme inévitable de quitter, succomber, perdre la vie. Il est vrai, toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un par les attentats, toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un par la maladie, vous diront que les premiers à partir sont les meilleures personnes, leurs meilleures personnes. À l'inverse, une femme victime de violences conjugales, où la police va utiliser son arme sur son mari, lui ôtant la vie, pour la sauver, ne soutiendrait pas cette thèse. Or, qui suis-je pour remettre en cause la perte de nos êtres chers ? Qui suis-je pour remettre en cause les morts ? En dehors de cette signification émotionnelle du verbe partir, le dictionnaire de l'Académie française le définit aussi comme se mettre en mouvement. Partir est le synonyme de se diriger vers, se lancer dans l'action. Pour certains, ce serait se diriger vers l'accomplissement d'objectifs de vie, tels que fonder une famille, obtenir le métier de nos rêves. Parmi nous, par exemple, plusieurs personnes s'orientent vers un métier du droit. Juriste, avocat, commissaire-priseur. Vous travaillez, pleurez, mangez des pâtes, travaillez, pleurez, mangez des pâtes pour atteindre ce que vous vous êtes fixé. Mais pourquoi avons-nous ces objectifs ? Effectivement, en pleine période de partiel, après avoir bu 3 cafés dans notre journée, être resté 8 heures sur notre chaise de bureau, il nous arrive souvent de se demander pourquoi nous ne sommes pas en train de vendre des glaces à Tahiti. Les 20 ans sont souvent décrits comme l'âge de folie, d'insouciance, mais personne ne nous explique que c'est aussi l'âge du questionnement sur soi. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je veux devenir ? Ces questions ont pu résonner dans la tête de nombreux d'entre nous. Ma grand-mère me dit souvent « le temps fait les choses ». Après effectivement des rencontres, des voyages, des stages, j'ai trouvé ce que je voulais vraiment faire, ce qui me motive à travailler, ce qui me fait rêver, ce qui me donne le sourire. Mais pourquoi désirons-nous souvent être le meilleur dans nos projets ? Après des heures de réflexion sur nos sujets respectifs, je ne pense pas que nous prenons la parole devant vous les jeudis après-midi dans cet amphithéâtre Jules Durand pour combler nos emplois du temps. À moins que je suis la seule à aimer la compétition, nous essayons de devenir le meilleur orateur ici. Tenter d'être la meilleure personne dans notre vie personnelle comme dans notre vie professionnelle nous permet de nous remettre en cause, de nous dépasser. Mais pour être le meilleur, quand faut-il partir ? Faut-il être le premier à posséder un diplôme ? Faut-il être le premier à accéder à un stage ? Faut-il être le premier à occuper un travail ? Aujourd'hui, nous vivons effectivement dans une société où les hommes et femmes sont pressés de réussir, pressés de se marier. Il faut sûrement écouter la voix de nos aînés qui nous répètent souvent « chaque chose en son temps ». Mais comment ralentir dans une société où tout s'accélère ? Pour ceux qui ambitionnent de devenir avocat,
Vous avez sûrement pu vous poser les mêmes questions que moi. Faut-il se dépêcher de passer le CRP en M1 ? Est-il possible de faire une année de césure ou ne faut-il pas se dépêcher à finir nos études pour commencer à travailler ? Il y a quelques mois, j'étais effectivement dans ce noir. En défilant les profils sur LinkedIn, je voyais que certains avaient déjà réalisé des stages dans les plus gros cabinets d'avocats, avaient un double diplôme, avaient une certification en anglais, en japonais, en allemand. J'étais paralysée de peur d'être trop lente. Lente à acquérir, lente à accomplir, lente à réussir. Pensant marcher à reculons, pensant ne pas pouvoir réussir un jour, car je ne faisais pas partie des gens qui étaient toujours les premiers, je me suis rendu compte que finalement j'avançais. Je me rapprochais tous les jours de mon objectif, mais à ma vitesse. En dehors de ma personne, de manière plus générale, chaque individu dans notre société est confronté à des défis et des opportunités différentes dans sa vie. Certains ont des relations bien placées, pouvant les aider à trouver plus rapidement le chemin pour réussir leurs études. Certains, au contraire, vont mettre plus de temps car ils ont du mal à trouver leur voie ou par contraintes économiques vont devoir travailler avant même de commencer à étudier. Ces deux profils de personnes ne vont pas se lancer dans les études en même temps. Mais qui vous dit que la personne commençant ses études en second ne serait pas tout autant la meilleure ? L'histoire regorge de nombreux exemples de personnes qui ont accompli des choses extraordinaires après avoir surmonté des choses difficiles, inimaginables. Il suffit de regarder la figure politique féminine de nombreux et nombreuses d'entre nous, Madame Simone Veil. Après avoir vécu l'enfer durant la Shoah, elle va reprendre ses études et elle va devenir une magistrate, une femme d'État, une révolutionnaire. Madame Simone Veil, qui à mes yeux une figure d'excellence, n'a, si je ne m'abuse pas, été la première à réussir ses études de droit, pas été la première à se lancer dans la vie politique. L'un des plus grands auteurs français, Jean de La Fontaine, le souligne parfaitement dans l'une de ses fables, Le lièvre et la tortue. Nous connaissons tous la morale de l'histoire. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Cette fable expose la course entre le lièvre et la tortue. Le lièvre, qui était pressenti à gagner de par sa rapidité, et la tortue, lente, mais qui a fait preuve de persévérance et de détermination, ce qui lui vaudra la victoire. Elle est restée focalisée sur son objectif, contrairement au lièvre. Mais on peut se demander, l'important est-ce vraiment d'être le meilleur ? Tout au long de notre vie, il y aura toujours quelqu'un de meilleur que nous. Après des semaines de confrontation, il y aura effectivement un gagnant à la clé de ce concours d'éloquence. Les membres du jury auraient estimé le gagnant parmi tous les participants. Mais à l'université de Rennes, de Paris, de Lille, de Bordeaux, il y aura aussi le meilleur des participants du concours d'éloquence. Dans cette quête impossible de la perfection, ce qui compte ne serait-il pas le chemin plutôt que l'arrivée ? L'homme d'État britannique Winston Churchill a su le résumer en une phrase. Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Alors, mesdames, messieurs, je ne peux affirmer devant vous que les meilleures personnes ne partent jamais en premier, tant le nombre de décès prématurés de nos êtres chers, tant le nombre de décès prématurés d'êtres exceptionnels. Mais sur le plan universitaire notamment, attester fermement que les meilleurs sont ceux qui partent les premiers, c'est nier et bafouer la diversité des parcours des individus de notre société. Et l'essentiel à mes yeux, mesdames, messieurs, pour être la meilleure version de nous-mêmes, ce n'est pas notre place au départ ou à l'arrivée qui compte, mais bien la façon dont on a réussi à courir pour atteindre l'arrivée. Je vous remercie. Chère présidente du jury, cher public, chère contradictrice, je reconnaîtrai volontiers que votre démonstration, vos démonstrations, via de multiples exemples, sont souvent justes. Je vous confirme que les meilleurs avocats n'ont pas été les premiers diplômés dans 100% des cas. Il n'empêche que dans la définition de toujours, définition sur laquelle je m'appuie, qui est celle de l'Académie française, encore une fois, alors on considère ce qui est toujours arrivé
comme quelque chose d'habituel. Si vous nous expliquez qu'il y a eu des cas dans lesquels ça n'a pas toujours fonctionné, exemple du 4x400 par exemple, je suis prêt à l'entendre, on peut en discuter. Il n'en reste pas moins qu'en se basant sur la définition de l'Académie française, ça n'enlève rien à la véracité de mon propos et de ma thèse. Je soulignerai par ailleurs que vous n'avez pas exploré la partie entre guillemets métaphorique du sujet, presque la partie première de la citation, qui est la mort. Dois-je l'interpréter comme le fait que vous me donniez raison, chère contradictrice? Après tout, qui ne dit mot consent? Et je finirai cette brève contre-plaidoirie en m'appuyant sur, je crois, l'un de vos derniers arguments qui porte sur Madame Veil. J'aimerais souligner pour l'Assemblée que Madame Veil a perdu à Auschwitz une partie d'elle-même, son innocence. Je voudrais souligner pour l'Assemblée qu'elle a perdu à ce moment-là ce qui faisait d'elle, ou en tout cas une part de ce qui faisait d'elle une meilleure personne. Au sens, évidemment, de l'étude scientifique de Madame Seppala. D'ailleurs, cette perte d'innocence s'exprimait même physiquement. Ce qu'elle a raconté plus tard dans une interview, c'est que à la sortie d'Auschwitz, quand un des soldats américains vient la voir et lui dit « Mais quel âge est-ce que vous avez ?» Elle lui répond « Quel âge me donnez-vous » ? Je ne sais pas, 30 ans ? 28 ? Il ne se voulait pas grossier. Il se trouve qu'elle en avait 18. J'ajouterai pour finir, pour aller dans le même sens, que même Léon Gauthier, le dernier vétéran français du débarquement sur nos belles plages, sur les plages de Normandie, disait « Je ne suis pas un héros » à tous ceux qui voulaient le qualifier comme tel. Il disait « Je ne suis pas un héros, les vrais héros, les meilleurs d'entre nous se sont éteints sur les plages de Normandie. » À ses yeux, et je ne me permettrai pas de remettre sa sage parole en cause, les meilleurs résistants sont ceux qui sont morts en défendant la France. Je vous remercie. Monsieur Morin, l'idée selon laquelle les meilleurs partent toujours en premier repose, ma foi, sur un postulat simpliste qui ne tient pas compte de la complexité de notre monde. Vous avez souligné les événements d'actualité. Comme je disais dans ma plaidoirie, je ne peux affirmer devant vous que les meilleurs ne partent jamais en premier dans le nombre d'enfants qui meurent actuellement sous les bombardements, de femmes qui meurent à cause du cancer de sein, des jeunes qui meurent actuellement sur nos routes. Oui, je ne suis pas là pour en débattre. Mais comme vous l'avez dit, mettons de la hauteur à notre plaidoirie, de la hauteur débattable. Attester fermement que les meilleurs sont ceux qui partent en premier, c'est nier et bafouer la diversité des parcours des individus de notre société, comme je le défendais dans ma plaidoirie, à travers le plan universitaire. Mais c'est aussi résumer le succès d'une personne à son départ. Pour les romantiques, les célibataires d'hier soir. Dans Orgueil et Préjugés de Jane Austen, le personnage de Monsieur Darcy est souvent critiqué par sa réserve et son refus de ne pas se presser, se mêler aux autres en premier. Cependant, sa décision de ne pas agir impulsivement lui permet finalement de gagner le respect et l'affection d'Elizabeth Bennet, remettant en question l'idée que partir en premier n'est pas toujours préférable. Mais vous avez aussi souligné les auteurs de cinéma. Vous le connaissez sûrement par les rôles qu'il a pu jouer dans Invictus, Red. Cet acteur américain, Morgan Freeman, a commencé, lui, sa carrière à 50 ans. Il est devenu une figure emblématique du cinéma hollywoodien, à seulement 50 ans. Pas le premier,
pas la norme. Mais ce n'est pas la seule, ce n'est pas le seul. Il y a aussi Vin Diesel et plein d'autres. Mais mes compétences cinématographiques sont limitées, donc je me limiterai à ces 2 exemples. Alors, monsieur, pour ces 2 choses, nous pouvons affirmer que clairement, nous ne pouvons affirmer que les meilleurs partent toujours en premier, de par la diversité des parcours et de par le fait que résumer le succès d'une personne à son départ n'est pas possible.